Merci bien. Je reviens donc vers vous pour vous dire bonjour et ensuite vous dire que l'actualité dans notre pays a été très riche ces derniers temps. Elle a été marquée d'abord par un constat malheureux, je dis bien malheureux, pour nos retraités à qui on avait promis le paiement du mois de juin, de la pension du mois de juin avant le 15 août. Et malheureusement, je crois que certains ont dû passer la fête du 15 août dans des conditions extrêmement difficiles. Mais vous savez, nous sommes habitués dans notre pays avec les fausses promesses et surtout avec ce gouvernement, il faut pratiquement s'attendre à tout. Ensuite, en termes d'information, nous avons suivi qu'on a publié les résultats du recensement général de la population et de l'habitat qui a été réalisé en 2023. Vous savez bien que nous en avons fait des commentaires, mais nous n'avons pas encore reçu la documentation y relative. Quand nous aurons l'occasion de faire des commentaires parce que nous pensons que la statistique doit être neutre. Elle ne doit pas subir les pressions des politiques et un certain nombre de choses. L'autre fait également que vous connaissez, il y a eu session, cette séance de questions orales au gouvernement au niveau de l'Assemblée. Nous y reviendrons parce que on y a évoqué encore ce fameux problème que nous suivons avec beaucoup d'attention, à savoir le problème de la vente ou de la cession des terres au Rwanda. Il y a eu, le gouvernement a lancé ce qu'il a appelé la quinzaine du gouvernement, c'est-à-dire que chaque mois, le gouvernement sera en contact avec la presse 2 fois pour essayer d'informer les Congolais. Je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont dépassés par les réseaux sociaux et qui avaient pensé caporaliser les médias d'État se sont rendus compte qu'aujourd'hui, c'est une situation qui devrait être dépassée. Nous évoquerons également la clôture de la session administrative au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un fait suffisamment important sur lequel nous avons quelque chose également à dire. Et nous avons ce gros problème, le message à la nation du président de la République, chef de l'État. Et je pense que nous allons essayer, malgré la richesse un peu de l'information, nous allons essayer de donner notre point de vue, même si d'entrée de jeu, je peux vous dire déjà que j'ai été fortement déçu par ce message. Alors, si je commence par le premier problème sur lequel je vais me pencher, c'est un peu la séance de questions orales au gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, où il y a eu encore cette question sur la cession des terres. Et je crois que cette fois-ci, il y a Claudine Minari qui d'abord d'ailleurs a eu des difficultés à être inscrite pour poser sa question. Et puis quand elle a posé, en fait, la partie que j'ai retenue particulièrement, c'est là où elle pose la question. Nous aussi, nous avons déjà eu cette préoccupation. Qui du Congo et du Rwanda ment quand on arrive à ce problème? Les uns les autres parlent de transparence. Le Rwanda, on découvre que l'ambassadeur rwandais avait rencontré le ministre chargé des affaires foncières du Congo pour demander des titres fonciers. On constate également que sur la télévision rwandaise, il y avait eu cette intervention que tout le monde a suivie, où il semble-t-il, pas il semble, il a été dit que le Congo avait offert 980 km² de terre au Rwanda. Et il semble que les autorités congolaises contestent, mais ce n'est pas à l'endroit des citoyens congolais qu'ils doivent contester. Ils n'ont jamais fait de démenti officiel, ils n'ont jamais fait de démentir, pris la parole là-dessus, ce que les Congolais regrettent amèrement. Donc, à cette occasion, le Premier ministre, d'ailleurs, nous a cité, quand je dis nous, il s'agit de Destin Gavé, il s'agit de Jean-Pierre Agniango, il s'agit de Victor Onyongo et de moi-même, parce que à la suite d'une conférence de presse qu'on avait faite, on avait adressé un courrier aux autorités, aux plus hautes autorités de notre pays, pour leur signifier que les Congolais, tant de la diaspora que de l'intérieur, disaient non à la cession, non à la vente des terres, et ils demandaient l'annulation pure et simple des accords.
Et le Premier ministre a tenu à profiter de l'occasion pour dire qu'il nous a envoyé un bulletin. C'est vrai que nous avons reçu le bulletin, c'est vrai que nous avons reçu son courrier, mais nous vous disons que déjà dans son courrier, il relève lui-même que la communication gouvernementale a été peu convaincante. Et nous ne trouvons pas encore, mais nous réagirons. Mais à première vue, nous ne trouvons pas d'éléments qui vont fondamentalement modifier notre point de vue sur cette question. Donc, on va continuer et on va y arriver. Maintenant, s'agissant toujours de cette question, nous avons été très préoccupés, par la déclaration du président de l'Assemblée lors de la clôture de la 6e session administrative de l'Assemblée nationale. Et pour que je ne me perde pas, j'ai tenu à transcrire cette partie de l'intervention du président de l'Assemblée, Isidore Bouba. Il dit ceci: une fois de plus, la question de la fausse cession des terres aux Rwandais a été débattue. Il dit la fausse cession des terres a été débattue. L'éclairage le plus lumineux donné, ainsi que les supports écrits de tous les actes posés, qui démontrent que le Congo n'a pas vendu ses terres au Rwanda, tout simplement parce que ces terres ne sont pas à vendre. Les terres congolaises demeurent congolaises ad vitam aeternam, en dépit des esprits chagrins qui, pour des raisons de survie politique, colportent à tout vent le mensonge. C'est-à-dire que nous colportons le mensonge. Alors, ça m'a fait sourire, d'ailleurs venant du président d'une institution congolaise, qui d'ailleurs fonctionne mal, parce que les Congolais ont déjà vécu l'altercation entre Tsati Mabiala et le président de l'Assemblée. Mais nous n'allons pas rentrer dans la polémique. Nous disons au président de l'Assemblée, nous allons y revenir un peu plus tard. Nous disons au président de l'Assemblée que le 3 juillet, après notre conférence de presse, nous avons adressé une lettre, quand je dis nous, Destin Gavé, Jean-Pierre Agnangol, Victor Onyongo et moi-même, nous avons adressé un courrier au président de l'Assemblée, dans lequel nous demandons au président de l'Assemblée, au regard de la gravité de cette situation, de lancer, sinon d'ouvrir une enquête parlementaire sur cette question, pour que la lumière soit faite, les responsabilités soient établies et que les sanctions soient prises. Évidemment, nous ne sommes pas surpris qu'il n'y ait pas cette démarche suivie. Les Congolais ont suivi l'enquête parlementaire au CHI. Ils se demandent où est-ce que ça s'est arrêté. Les Congolais ont suivi l'examen du dossier FIDA par l'Assemblée nationale à travers sa commission économie, finances et contrôle budgétaire. On sait également comment ça s'est passé. Et nous savons, et nous tenons à le dire au président de l'Assemblée, que la politique du PCT, elle est bien connue. Protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et nous en avons la preuve. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je tiens à dire à l'opinion nationale, aux téléspectateurs, que le 23 juillet, en tant que président du Parti social-démocrate congolais, j'ai adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour lui rappeler que le Parti congolais du travail, dont il est membre du bureau politique, n'est pas en conformité avec la loi et que ce parti devrait être sanctionné. Bref, je rappelle au président de l'Assemblée que lui, le président de l'Assemblée, Isidore Bouba, n'est pas en conformité avec la loi. Et en référence, je lui rappelle, s'il a oublié, qu'il fait partie des 2588 congressistes du PCT qui ont reconduit Denis Sassou Nguesso à la tête du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution. Et j'ajouterai pour le président Isidore Bouba qu'il n'est pas en conformité avec la loi parce qu'il n'a jamais déclaré son patrimoine conformément à la loi. Je le dis parce que lorsqu'on se permet, au niveau de responsabilité où il est,
d'avoir du mépris pour les Congolais et de se permettre de dire que ce que nous avons fait, c'est pour des raisons de survie politique, je peux dire à Isidore Mbouba que depuis 27 ans, il fait partie du groupe des acteurs politiques qui ont plongé ce pays dans le drame et dans le chaos. Et ça, j'ose espérer qu'à un moment donné, nous aurons des débats là-dessus. Mais je souhaitais que le commentaire soit fait et j'attire l'attention et demande aux acteurs politiques, surtout de la majorité présidentielle, d'être assez souvent humbles et de ne pas se croire au-dessus des gens parce qu'ils ont plongé les Congolais dans la souffrance et dans la misère. Après cette mise au point, je vais venir à un autre point. C'est la quinzaine gouvernementale qui a été lancée par le ministre de la Communication, Thierry Lézin-Mungala. J'ai été très heureux de découvrir que ce lancement de cette quinzaine, de cette initiative, a permis aux Congolais de se rendre compte du manque de crédibilité du gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso. A permis aux Congolais de se rendre compte du désamour qui existe entre ce gouvernement, qui devrait, à mon avis, démissionner, parce que j'ai le sentiment qu'il est à la fois incompétent, incapable sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les Congolais en ont la preuve. Maintenant, sur la quinzaine et sur les problèmes que Thierry Mungala a examinés, j'ai été assez surpris que les questions qui sont attachées à la condition de vie des Congolais ne l'aient pas intéressé. Et il a voulu, à notre avis, essayer de faire un certain nombre de buzz, mais ça n'a pas marché. Parce qu'au niveau de la sécurité, il a prétendu que les choses allaient bien. Malheureusement, je crois que c'est le jour où il s'exprimait. Il y a un jeune étudiant en Master 2 qui a été abattu à Talagaï après qu'on lui ait coupé les deux jambes. Ce qui veut dire qu'il faut être suffisamment modeste. Mais l'autre point intéressant qu'il faut retenir, c'est l'aveu cinglant de Thierry Mungala sur l'échec du gouvernement en ce qui concerne l'année de la jeunesse, un slogan de nouveau de plus. Parce que c'est Thierry Mungala qui a déclaré que c'est finalement, ce n'est pas 2024 l'année de la jeunesse, que c'est, je ne sais pas si c'est 3 ans, je ne comprends rien en ce qui concerne les études et les annonces qu'ils ont faites pour dire qu'il y aura création de 90 000 emplois, 10 000 emplois au niveau de la fonction publique et 90 000 emplois au niveau du secteur privé. Visiblement, ça porte maintenant sur 3 ans. Donc, 2024, 2025 et 2026. Je dois d'ailleurs dire que c'est une aberration de dire l'année de la jeunesse, puisque eux-mêmes, ils ont reconnu que le recensement qui a été fait a fait ressortir que 76% de la population était jeune. Le programme de société qu'ils exécutent, semble-t-il, ça se dénomme ensemble poursuivant la marche entendue, la marche vers le développement. Mais s'ils travaillaient véritablement pour le développement, si c'est 76 000 jeunes, c'est 76% des jeunes seraient pris en compte. Mais ce n'est pas la première fois, les Congolais ne devraient pas être surpris. Je peux rappeler un certain nombre de slogans. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. C'est sorti dans les années 80. Nous sommes en quelle année? 40 ans après, où en sommes-nous? Je peux prendre un autre slogan. Vivre durement, plutôt. Il ne faut pas que, pendant qu'on serre la ceinture ici, qu'il y ait gaspillage là. Mais c'est bien ce qui se passe. Il y a une minorité des Congolais qui vivent dans l'opulence et la majorité vit dans la misère et dans la souffrance. Un autre slogan, émergence d'ici à l'horizon 2025. Nous y sommes là. Est-ce que le Congo sera un pays émergent? Un slogan encore. Autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Où en sommes-nous? Nous sommes en année 2024. En 2000, lorsque le slogan a été lancé, on importait entre 100 et 120 milliards de produits alimentaires. Maintenant, on en importe pour 700 milliards. Où en sommes-nous? Bref, on peut continuer. Nous savions que la déclaration année de la jeunesse ne venait que pour essayer de lancer un slogan de préparation à une campagne politique. Et nous allons y venir. Donc l'échec est tout à fait patent.
Et je crois que nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Mais d'autres points de cette quinzaine sur lesquels je tiens à revenir. Thierry Mungala dit qu'ils ont été transparents dans le cadre de la coopération rwando-congolaise. Nous disons non, vous n'avez pas été transparent. Vous n'avez jamais été capable de répondre à la question qui du Congo ou du Rwanda ment, puisque nous avons des éléments. Et qu'est-ce qu'ils ont fini par venir nous dire que la vidéo, c'est oral, etc. Mais vous avez condamné Jean-Marie Michel Moukoko sur la base de quel acte? Ce n'est pas à partir d'une vidéo. Et maintenant qu'il s'agit du pouvoir, vous voulez dire que ça ne marche pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, je tiens à rappeler à Thierry Mungala, je crois qu'il peut mener les recherches. Le décret 2012-1037, je crois, du 3 octobre 2012, qui porte les rémunérations et avantages des ministres, il n'a jamais été publié au journal officiel. Quand il parle de transparence, ça fait rire beaucoup de gens. Je prends un autre exemple. Le ministre Mboulou a signé l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020 portant publication des partis pour l'année 2020. Mais le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, il figure en très bonne place. Donc, ne venez pas avec arrogance, avec suffisance et dire un certain nombre de choses. Parce que ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Et les membres du gouvernement doivent savoir qu'ils n'ont pas la science infuse. Ce qu'ils ont fait, c'est de plonger le pays dans la misère, dans la souffrance. Et ça, ils devraient en avoir conscience. Maintenant, le point important sur lequel on va essayer de nous étendre, c'est le message du chef de l'État à l'occasion justement du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance. Je dois dire d'entrée de jeu que nous autres, nous avons été très déçus de ce message. Nous nous demandions où est-ce qu'on était. Nous avions même pensé que ce message est complètement déconnecté de la réalité, véritablement déconnecté de la réalité. Mais c'est fait exprès. Mais avant d'y faire quelques commentaires, je vais essayer de revenir sur ce qu'ils ont dit s'agissant des pères fondateurs. J'ai été très heureux qu'on ait relevé qu'il faut qu'on ait un devoir de mémoire pour les pères fondateurs et qu'ils sont immortalisés au temple infini de la reconnaissance de la nation. C'est des très beaux mots, mais il faut regarder la réalité comme elle se présente. Parce que pendant les 64 ans, il faut dire aux Congolais que les présidents Youlou, Massamba Deba, Wabi, Lissouba, etc., ben, ils n'ont gouverné que pendant 24 ans, 44 ans, c'est-à-dire 61% de ce temps est révolu, a été géré par le président Denis Sassou Nguesso. Et c'est à lui qu'incombe la grande responsabilité de la situation du pays sur ce point. Donc, quand on parle des pères fondateurs, j'aimerais qu'on insiste sur le fait que l'abbé Fulbert Youlou a été condamné par contumace à mort, entre autres pour des faits de détournement de deniers publics. Il est mort en exil, en dehors du pays. Le président Alphonse Massamba Deba, nous le savons tous, est mort en mars 1977 dans des conditions tragiques. Et c'est un cas qui nous fait réfléchir. Qui nous fait réfléchir parce que au rang où il était, jusqu'à présent, il n'a pas de sépulture. Et je suis surpris que tous les jours, les hommes politiques parlent des pères fondateurs, etc. Et ils ne sont pas capables. Les gouvernants actuels ont même poussé l'audace jusqu'à faire un mausolée pour le colonisateur Pierre Saborna de Brazza. Qu'avons-nous fait pour les pères fondateurs? Que pensons-nous faire? Quant au président Marien Ngouabi, nous savons tous dans quelles conditions il est mort. Assassiné à sa résidence officielle. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le président Jacques Joachim Yombi Opango a lui été accusé de haute trahison, emprisonné pendant 11 ans, jamais jugé.
Il est mort en exil, Dieu merci. Son corps est revenu au Congo. Le président Pascal Lissouba a été condamné. Président élu démocratiquement a été condamné à 30 ans de travaux forcés et a payé une amende de 25 milliards de francs CFA. Et quand on voit les scandales, les crimes économiques et financiers à l'heure actuelle, où il y a des gens de moins de 60 ans, de moins de 50 ans, qui semble-t-il ont des fortunes de l'ordre de 1 700, 1 800, 2 000 milliards, sans qu'on sache exactement d'où provient cette fortune. Nous avons véritablement beaucoup à penser. Et le président Pascal Lissouba est mort en exil. C'est pour ça que je souhaite que nous ayons une pensée pieuse et noble. C'est bon de venir à l'occasion des fêtes de l'anniversaire, rendre hommage, mais nous avons un devoir de mémoire à l'endroit de ces pères de l'indépendance. Nous n'avons pas la conscience tranquille lorsque nous nous rendons compte qu'Alphonse Massamba Deba n'a pas de sépulture. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'il faut que nous ayons le courage. Je souhaite que pour le 65e anniversaire de l'indépendance de ce pays, que nous prenions le courage de refaire la lecture de notre histoire, que nous ayons le courage de rétablir les faits et de réhabiliter ce que je considère comme les dignes fils de ce pays. Ce n'est pas la peine toujours de passer rapidement et après on tombe dans l'oubli. On devrait même penser à ériger, comme on a fait pour le colonisateur Pierre Savorgnan de Brazza, un mausolée à l'endroit de ces dignes fils de ce pays. Mais après avoir dit ça, je me tourne vers ce message en disant ce que j'ai retenu quand je fais le tour, c'est que le mot responsabilité a été repris à plusieurs reprises. On a même dit que tous, nous sommes responsables de tous. J'ai ma responsabilité. Nous avons notre responsabilité à assumer. Mais chacun de nous doit savoir qu'il doit assumer sa responsabilité à sa juste mesure. Et nous savons. Il faut que nous ayons le courage de le faire. J'ai noté également quelque chose de très important qui a été dit dans ce message. Il faut que nous léguons notre pays aux générations montantes et futures dans la paix. Je dis bien dans la paix. Et que le Congo soit un pays attractif où il fait bon vivre. C'est très bien de le dire. Mais après, il faut regarder en profondeur qu'est-ce qui ne va pas. Il faut établir les responsabilités. Pourquoi aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme ça. Ensuite, on a parlé de la jeunesse. Je veux bien. Mais regardons. Est-ce qu'il est bon de décréter l'année 2024, année de la jeunesse, sans être capable de faire la lumière sur les 14 000 milliards qui étaient destinés aux générations futures? Qu'avons-nous fait? Où est passé cet argent? Enfin, on va y revenir. Et j'ai aimé ce qui a été dit. Il faut aimer le pays. Il faut aimer la patrie. Il faut aimer la justice. Et il faut aimer la morale. C'est bien de le dire, mais dans la pratique, que vivons-nous? La justice, par exemple, c'est une justice à 2 vitesses. Nous le savons tous. Que faisons-nous pour en sortir? Alors, je dirais tout simplement pour conclure sur cette partie, que le sentiment que j'ai eu par rapport aux gouvernants actuels, c'est que le passé effraie. Le passé effraie. C'est-à-dire l'aspect du côté du bilan, ça effraie. Le présent préoccupe. L'avenir reste incertain. Et moi, nous avons été très déçus par ce message. Et nous pensons ne pas être les seuls. Parce que ce message n'a pas abordé les vrais problèmes, les vraies attentes des Congolais. Et c'est pour ça que moi, je vais essayer
d'esquisser en ce qui me concerne quelques aspects, y compris les non-dits de ce message. Le premier aspect que je veux épingler, c'est la notion de conservation du pouvoir. Il vous souviendra que lorsque Colonel Makosso était en mission en France, il est passé sur une chaîne de télévision française pour dire qu'il travaillait déjà pour que Denis Sassou Nguesso soit candidat en 2026. Le 10 ans, il est juriste et il sait que Denis Sassou n'est pas en conformité avec la loi. C'est peut-être un crime de lèse-majesté de le dire, mais Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. Ensuite, quand nous évoquons l'épisode du changement de constitution, on a changé la constitution en 2015 et nous avons à l'esprit le nombre de morts que nous avons enregistrés, surtout pour nous qui étions opposés à cette vision. Nous nous sommes battus en tenant compte des dispositions constitutionnelles qui ne permettaient pas que l'on puisse aller au changement de constitution. Et nous en sommes de plus en plus convaincus, puisque nous nous sommes rendus compte dans le livre de Jean-Louis Debré, que Jean-Louis Debré a rappelé que le président Denis Sassou Nguesso lui avait envoyé un émissaire pour voir comment il pouvait modifier la Constitution pour demeurer, pour conserver le pouvoir, pour demeurer au pouvoir. La réponse de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel en France, avait été claire. Ce n'est pas possible si on veut respecter la loi. Si on l'a fait, c'est qu'on a violé la loi. Mais dans tous les cas, pour le faire, on a violé l'article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002. On a violé la charte africaine, la charte de l'unité africaine. On a violé la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Pour arriver où? Mais pour arriver à ce qu'on viole cette Constitution et on se rend compte que tout ce qu'on avait développé comme thèse à l'époque, ce sont des thèses qui... On se battait en fait pour spécialement conserver le pouvoir. Et je crois que les Congolais en ont eu la preuve lorsqu'il y a eu les élections législatives de 2002, de 2022, plutôt, excusez-moi, lorsqu'un dignitaire du pouvoir disait « Tant que nous n'avons pas fini de développer ce pays, nous n'avancerons pas. » Est-ce qu'on a développé ce pays? Je pense encore à un commentaire qui m'a été fait par un citoyen, un compatriote, en disant que la devise du pays, c'est unité, travail, progrès. Mais visiblement, dans l'application qui est faite, c'est division. Je dis bien division, paresse et sous-développement. Et c'est véritablement dommage. Maintenant, le deuxième point que je peux évoquer, qui aurait dû être évoqué, c'est l'indifférence des gouvernants vis-à-vis de la misère et de la souffrance des Congolais. L'exemple le plus frappant, 64 ans après l'indépendance, nous n'avons pas d'eau et nous n'avons pas d'électricité. Le bilan, il est fait là. Mais au-delà de tout, quelle est la situation du retraité aujourd'hui? Ça fait pratiquement déjà 41 mois d'arriéré de pension. Quelle est la situation de l'étudiant? Quelle est la situation de la plupart des travailleurs de plusieurs structures de l'État? Quelle est la situation au niveau des services sociaux? Quelle est la situation du panier de la ménagère? Comment les Congolais arrivent-ils à boucler les 2 mois? Et quand on suggère, on propose à ce gouvernement de réduire le train de vie de l'État, puisque d'après les nouvelles qui circulent, le Premier ministre gagnerait 25 millions, les ministres d'État gagneraient 15 millions, etc. L'indemnité de logement du ministre d'État, c'est 2 millions. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans une situation où il y a une minorité qui vit dans l'opulence, mais qui, en plus, on va y revenir tout à l'heure, est plongée dans de graves scandales économiques et financiers, dans l'impunité totale. Ça va continuer jusque quand? Et le Premier ministre apparaît pour dire aux travailleurs, aux retraités, comprenez, comme quelqu'un a dit, le trou est profond, mais tous les Congolais savent, etc. Mais le trou est profond parce qu'il y a des gens qui l'ont creusé. Mais ceux qui l'ont creusé, est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Non. Ils se promènent librement, ils font ce qu'ils veulent, etc. Et à mon avis,
Donc, en fait, et ça nous permet de passer au troisième point, qui est la vision qui a été choisie de l'appauvrissement de l'État pour enrichir quelques membres de la famille, du clan, de la tribu, de l'ethnie. Que de scandales et de crimes économiques et financiers. Chaque fois que j'ai l'occasion, je les rappelle, les 14 000 milliards. La route imaginaire, les fonds débloqués pour une route imaginaire de près de 137 kilomètres. Le FIGA, les 160 milliards détournés au ministère de la Santé et de la Population. Les 25 milliards toujours au ministère de la Santé et de la Population injustifiés dans le cas de la COVID-19. Les malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture. Les détournements de 9 milliards à la caisse de retraite des fonctionnaires. Nous savons tout ça. Et malgré ce tableau, malgré le fait que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde, faisant partie du top 10 des partis les plus corrompus d'Afrique, le Premier ministre a le courage, avec les membres de son équipe, de venir dire aux Congolais. Ils ont des difficultés de trésorerie. Mais d'où vient l'incapacité du Premier ministre de récupérer cet argent dans des dossiers qui sont connus? Avant, il disait que le Premier ministre l'a d'ailleurs dit une fois, il n'y a aucune plainte au niveau de Brésil. Est-ce qu'on a besoin de plainte pour ça? On a même réalisé à travers le cas de l'hôpital général de Donizy. C'est le directeur général de Donizy qui dit à Fred Makita, dans tous les cas, ce qui se passe ici se passe dans tous les hôpitaux généraux du Congo. Donc, le système, il est bien mis au point, il est bien huilé. Et qu'est-ce qu'on fait? Non. Il faut la résilience de la population. Il faut que le Congolais accepte les sacrifices. C'est pour ça qu'on peut trouver au Congo quelqu'un qui a moins de 50 ans, sinon moins de 60 ans, avoir 2000 milliards, sinon 1850 milliards dans les paradis fiscaux. Et pour que les Congolais comprennent, la reine d'Élisabeth, après 70 ans de règne, a laissé une fortune certes colossale de 371 millions de livres sterling, l'équivalent de près de 271 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez la reine d'Angleterre qui est restée 70 ans au pouvoir, a laissé une fortune colossale de 271 milliards de francs CFA. Et au Congo, il y a des gens qui ont moins de 20 ans, etc. Comment? Et ça, les gouvernants le regardent. Non, ils sont là. Comme pour dire, nous sommes là. La force est avec nous. Essayez de vous lever, essayez de manifester. Nous allons vous mater et vous verrez où est-ce que vous arriverez. Maintenant, les discours sur la jeunesse. Mais les discours sur la jeunesse, à mon avis, n'a pas de sens. À partir du moment où on fait le point et que le recensement fait ressortir que 76% de la population congolaise est jeune, ça veut dire que si vous travaillez tous les jours correctement pour le pays, vous travaillez pour la jeunesse. Les routes, l'éducation, la santé, etc. Est-ce qu'on peut parler, soi-disant, d'une année particulière de la jeunesse sans mettre un accent particulier sur les 14 000 milliards après un engagement que le président de la République, chef de l'État, a pris au Parlement, réuni en congrès, pour dire que la situation était bonne, des budgets dégagés des excédents. Ceux-ci sont placés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Aucun fonds ne sera retiré de ce compte sans la moindre loi rectificative. Et chaque année, la Cour des comptes et de discipline budgétaire en fera l'audit. Et l'audit sera rendu public. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, absolument rien n'est fait. Et quand vous posez le problème, vous êtes radical. Sinon, comme Isidore Ndouba, on dit que ce sont des gens qui se battent pour les suivis politiques. Nous n'avons pas besoin de nous battre pour nos suivis politiques. L'État me doit de l'argent. L'État me doit 40 mois d'arriérés de pension. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas volé quand j'étais fonctionnaire et je n'ai pas besoin d'autres moyens. Donnez-moi ce qui me revient. Moi, je peux vivre correctement. Donc, au niveau de la jeunesse, il y a cet aspect.
On peut évoquer un autre aspect, la politique d'endettement qui n'a jamais été justifiée. Après qu'on ait atteint le point d'achèvement de l'initiative du pays pauvre, très endetté en 2010, et que ça ait permis la réduction significative de notre dette qui était ramenée autour de 20 à 25% du PIB, alors que la norme communautaire de la CEMAC est de 70%. Et on peut vous donner les chiffres. En janvier 2010, notre dette avait été ramenée à 1 565 milliards. Au 31 décembre 2023, notre dette était de 8 497 milliards de francs CFA. Elle ne fait qu'augmenter. Elle ne fait qu'augmenter. Et après, le Premier ministre viendra dire qu'il y a des échéances qui tombent, il y a ceci, il y a cela. Non. Et maintenant, on rentre dans les slogans. C'est une preuve patente de l'échec de ce pouvoir, avoir échoué sur la jeunesse. On prévoit, on propose, semble-t-il, de recruter 10 000 personnes. Et puis, la question est même curieuse. Vous n'arrivez déjà pas à payer ceux que qui sont dans la fonction publique. Vous n'arrivez pas à payer les bourses des étudiants, etc. Bon, évidemment, non seulement ils ne sont pas capables de réduire le train de vie de l'État, mais en plus, ils créent des charges. À l'époque, on leur avait dit de ne pas créer les conseils consultatifs. Ils les ont créés. On leur a dit la réforme administrative, c'est bien, mais est-ce que nous avons les moyens? Ils ont créé, donc le Sénat va passer déjà de 72 sénateurs à 90. Vous n'avez pas de moyens. Mais suivez l'exemple qui s'est passé au niveau du Nigeria, où le président de la République a baissé son salaire de 50%. Les voyages, les trains de vie, non, il faut vraiment que l'on change. Est-ce qu'on aime la jeunesse? On a dit qu'il faut aimer le pays, il faut aimer mais est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que nous aimons notre jeunesse? Je dis non, à travers ce que nous vivons, etc. Maintenant, le point suivant, qui est très important, c'est la violation dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Et ce point, il faut que nous y travaillions parce qu'il est extrêmement important. Pourquoi nous le disons? Nous n'avons de cesse de le dire. Le Parti congolais du travail, depuis 2002, n'est pas en conformité avec la loi. Et l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai, je crois, 2017, stipule dans son article 31 qu'en cas de violation des lois et règlements de la République, de la Constitution ou de troubles à l'ordre public, le ministre de l'administration du territoire suspend immédiatement le parti. J'ai écrit plusieurs fois au ministre Raymond Zéphirem pour appeler son attention. Non, comme de surcroît, il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, comme le président de la République est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, président du comité central du Parti congolais du travail. Non. La loi est faite pour les autres Congolais, pas pour eux. Et ils peuvent vous piétiner. Ils s'enrichissent par le vol, par les détournements. Ils peuvent ne pas respecter les lois. Il faut qu'on se soumette. Non, on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera plus. Donc, je dis et je répète, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et j'ajoute à cela, le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Depuis 2002, il n'a pas déclaré son patrimoine. Et pourtant, à chaque fois, en 2002, en 2009, en 2016, en 2021, il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Où sommes-nous? Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et moi, j'ajoute, en matière électorale, notamment l'attention du ministre Boulou, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes dans le pays. Et jusque quand? Mais maintenant que les Congolais le savent,
Il faut que le président de la République, je le lui dis, je dis franchement, il faut que le président de la République prenne des dispositions pour qu'il soit en conformité avec la loi. On ne peut pas exiger des autres. Emprisonner Jean-Marie Michel Moukoko, emprisonner André Okombi Salissa, soi-disant pour atteinte à la sûreté, et que vous-même, vous vous retrouvez en termes de détournement, de vol, de corruption, et que vous êtes impuni. Non. Les Congolais ne devraient pas l'accepter. Et moi, je suis de ceux qui ne l'acceptent pas. Et j'espère qu'avec moi, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir l'accepter. Donc, vous voyez la situation. Et on peut poser la question au président de la République. Monsieur le Président, vous êtes battu pour changer la Constitution, pour faire évoluer les institutions, ou bien pour la violer, ou bien pour chercher à rester éternellement au pouvoir, comme le président de la transition guinéenne a eu à le dire au niveau de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Parce qu'il a dit clairement, le président Doumbouya, que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend des armes pour déposer un régime, que les putschistes les plus nombreux, qui ne sont pas condamnés, sont ceux-là qui tripatouillent les constitutions pour demeurer éternellement au pouvoir. Et au Congo et dans un certain nombre de pays en Afrique, il y en a qui pensent qu'ils restent éternellement au pouvoir et que s'il y a succession, ils doivent donner à leur fils ou à un membre de leur famille. Mais maintenant, vous voyez, c'est que vous commencez à vivre avec vos enfants. Et je pense que vous tirerez les leçons de tout ça, parce que ça ne va pas continuer. Maintenant, le point suivant sur lequel je vais m'aventurer, c'est la coopération rwando-congolaise. En tout cas, nous avons espéré que dans ce message, le président de la République allait faire une annonce forte sur ce problème. D'ailleurs, dans la déclaration que nous avons faite et que nous avons adressée le 3 juillet au ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, nous avons exhorté le président de la République à agir pour la clarification de cette situation qui est grave et qui est préoccupante. Silence total. La communication de Colline Makosso n'est pas convaincante. Le président de l'Assemblée pense que ça a été lumineux. C'est sur quoi nous rigolons en disant que c'est véritablement triste pour le pays. Ils ne répondent pas aux questions qui leur sont posées. Parmi les questions, on leur dit qui ment entre le Congo et le Rwanda. Entre autres questions, pourquoi vous avez choisi de localiser les Rwandais seulement dans les zones sud du pays et dans les zones qui sont à très forte densité humaine? Nous l'avons suffisamment dit. Pourquoi vous avez choisi de faire le ricin dans ces zones alors que le ricin est une culture, dit-on, dangereuse qui appauvrit les sols? Est-ce que vous n'avez pas regardé l'aspect géopolitique et géostratégique? Et aujourd'hui, nous avons, puisque le président Sassou l'a reconnu, la Terre est devenue un village planétaire, nous avons beaucoup de vidéos. Et Laurent Sokoko nous a donné un certain nombre d'informations. L'emplacement des Rwandais dans ces zones a un caractère géopolitique et géostratégique. Et on a perçu que dans la vision de l'expansionnisme rwandais, sinon Tutsi, il y a une visée, pas seulement sur le Congo, mais il y a une visée sur la République démocratique du Congo, sur l'Angola et peut-être même sur les autres pays de l'Afrique centrale. Il faut vraiment méconnaître ces faits qui sont là et être silencieux sur ce problème. Les Congolais ont dit non. Colline Makosso, je ne sais pas pour quelle raison, il veut convaincre. Mais les Congolais ont dit non. Et il sait que sa communication n'est pas convaincante. Et à l'attention des Congolais et du président de la République, je rappelle que le 21 juin 2024, lorsque Colline Makosso est passé au Sénat, mais c'est lui-même qui a constaté qu'il n'y avait qu'un seul député qu'il avait soutenu dans cette démarche. C'est Pascal Tchatima Biala. Et moi, je fais le petit calcul, il y a 151 députés, 72 sénateurs, ça fait 223. Donc, sur une représentation nationale de 223 parlementaires, un seul, ça ne permet pas au gouvernement de comprendre que les Congolais n'en veulent. Surtout lorsque même ils font le calcul, ils se rendent compte que majoritairement, ces parlementaires
sont du Parti congolais du travail. Ils ne comprennent pas ce message. Et nous avons été surpris qu'en évoquant cette question, où les Congolais demandent l'annulation pure et simple. Et je m'explique. L'annulation pure et simple pour les Congolais signifie qu'ils ne veulent pas de la présence des Rwandais à Maluku, le fameux parc industriel et commercial. Si vous avez pris l'argent des Rwandais pour ça, remettez leur argent, qu'ils libèrent le site industriel et commercial de Maluku. Ils ne veulent pas d'eux, comme l'ambassadeur a dit lors du 30e anniversaire de la libération du Rwanda. Il y a 12 000 hectares pour un complexe. Les Congolais ne veulent pas d'eux sur ce complexe agropastoral. Et nous avons évoqué les exemples. Et malgré ça, les gens s'entêtent. Mais nous disons, et nous répétons aux Congolais et à l'attention, en réplique au message du chef de l'État, que pour les Congolais, c'est non à la vente, non à la cession sous quelque forme que ce soit, de notaire au Rwandais. Et le président doit en tirer toutes les conséquences. Dans tous les cas, ce que je vais évoquer après va nous permettre de mieux comprendre. Ce que je vais évoquer après, c'est quoi? Mais c'est le complot contre l'État congolais. Et je me rends compte que le Congo est victime d'un complot. Je dirais même un complot international. Dieu merci pour moi qui suis catholique. Laurent Sokoko nous l'a révélé. Et Laurent Sokoko est vivant. Il fait des vidéos. Il est prêt à la confrontation. C'est Laurent Sokoko qui nous a dit qu'en 2017, il a pu obtenir un rendez-vous pour Denis Christel Sassou Nguesso auprès du président Dos Santos. Et que lors de ce rendez-vous, il est présent. Lorsque Denis Christel Sassou Nguesso développe la thèse selon laquelle son père ne travaille pas bien. Son père, dit par un membre du bureau politique du PCT, de surcroît, fils du président de la République. Que les Congolais ne l'aiment pas, au-delà des apparences qui apparaissent à l'extérieur, comme pour, etc. Mais on a dit. Et Sokoko nous a révélé à travers sa vidéo que le président Dos Santos a posé la question à Sokoko pour lui dire, est-ce que c'est vraiment le fils de Denis? Mon ami Denis, est-ce que c'est vraiment son fils? Comment il peut venir me dire que j'aille baigner mes mains du sang de Denis, mon ami, ce qui n'est pas possible. Et c'est Sokoko qui nous révèle toujours que suite à cette fin de non-recevoir, Denis Christel Sassou Nguesso s'est tourné vers le Rwanda, d'où nous vivons l'épisode. Ce qui fait que lorsque Colline Makosso dit que le dossier est clos, il n'est pas clos. Bien au contraire, c'est en ce moment qu'il doit être ouvert. Et lorsque Colline Makosso dit, voilà, nous avons choisi l'oralité, c'est des actes administratifs. Mais Colline Makosso, quand vous avez poursuivi Jean-Marie Michel Moukoko sur la base d'une vidéo que vous avez d'abord fait circuler sur les réseaux sociaux avant de faire circuler ça sur les médias officiels. Ce n'était pas une vidéo. Quand c'est pour éliminer ou attaquer les oppositions, cette méthode est bonne. Maintenant que vous êtes pris en flagrant délit, je l'ai dit parce que Sokoko est là, il a fait des témoignages. Le président de la République le connaît, puisque j'ai vu des photos où il l'a reçu. Denis Christel le connaît, puisqu'il l'avait contacté pour obtenir le rendez-vous. Moi, je le connais à travers les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui s'en prennent à moi. Mais ce n'est pas moi qui ai fait le montage. Je ne suis pas dans les complots, moi. Moi, je dis ce que je pense. Et aujourd'hui, je suis surpris qu'après une information d'une telle gravité, aucune institution, aucun parti politique de la majorité présidentielle ne réagit, ne dit rien. Mais je sais, connaissant les partis congolais du travail, s'ils avaient des raisons de réagir, mais ils auraient réagi avec la violence qu'on leur reconnaît. Mais ils ne disent rien. Et ce qui m'a davantage frappé,
c'est que lorsque le président de la République fait son message à la nation, au lieu de profiter de cette question pour informer les Congolais, rien n'est absolument dit. Mais nous disons au président de la République, Monsieur le président de la République, la loi, l'article 50 de notre Constitution est clair. Tout citoyen a le devoir de respecter les lois et règlements de la République. L'article 15 est clair. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être avantagé ou désavantagé. Il est 17h. Par rapport à sa condition familiale, par rapport à sa condition ethnique, par rapport à ses convictions politiques, religieuses et philosophiques. C'est clair. Monsieur le Président, quand vous avez prêté le serment, vous avez en outre prêté le serment de garantir la paix et la justice à tous. Et pourquoi maintenant on veut sentir comme une différence d'appréciation de la situation entre ce que Jean-Marie Michel Moukoko a vécu et ce qui se présente dans le cas de Denis Christel Sassou Nguesso? Moi, je ne l'accuse pas. Hein. Je pense que la procédure à suivre, c'est que l'information judiciaire puisse être ouverte. Il s'agit d'affaires d'État, pas d'affaires de famille. Et lorsqu'on accepte les responsabilités à ce niveau, c'est pour servir l'État, pas pour servir la famille. Et je pense que les choses devraient être claires là-dessus. Nous insistons beaucoup. Parce que nous avons suivi de bout en bout l'épisode de Jean-Marie Michel Moukoko jusqu'à son enfermement. Et je crois qu'il faut que maintenant que les choses également soient claires. La vidéo, ce coco est là, les vidéos sont là, puisqu'elles circulent, elles sont connues. Donc, je ne sais pas pourquoi les problèmes. Donc, cette justice à deux vitesses, il faut qu'on l'évite. Et c'est pour ça que je dis, justement dans le message du président de la République à l'occasion des festivités du 64e anniversaire de l'indépendance, il y a comme une volonté de vouloir mettre sous silence un certain nombre de dossiers. Vous avez réussi à le faire, à protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, au point où même nous revenons sur ce que la Haute Autorité de lutte contre la corruption a déclaré le 9 décembre 2023. Et jusqu'à présent, pour un État qui cherche de l'argent, ces dossiers n'ont pas été publiés. On n'en connaît pas les résultats. La saisine qui devait se faire au niveau de la justice n'est pas faite. Donc voilà concrètement le rappel que nous tenions à faire, dire, c'est bien qu'on s'occupe de la jeunesse, mais il faut s'occuper de tout le Congo. Et dans le Congo, la jeunesse représente 76% de la population. Si nous nous occupons bien du Congo, nous nous occuperons très bien de la jeunesse. Et je crois qu'il est important, effectivement, que nous accordions une attention toute particulière à la jeunesse. Chers téléspectateurs, je voulais un peu revenir sur cette situation, parce que j'ai lu et relu le message du chef de l'État. Je me suis rendu compte que je n'accuse personne, mais il y a une bonne partie de l'actualité. Il y a une bonne partie de ce qui touche le quotidien des Congolais qui n'a pas été abordé. Et je l'ai déploré, je le regrette sincèrement. Maintenant, après vous avoir fait cet aperçu, je vais aller à la conclusion. La conclusion, en ce qui me concerne, elle est toute simple. Elle est toute simple. D'abord, pour ce qui concerne la coopération entre le Congo et le Rwanda. Nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. Mais nous disons que nous avons demandé l'annulation pure et simple de tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda. Et que nous ne voulons pas de la présence rwandaise, ni dans les sites qui ont été cités, ni dans le complexe agro-pastoral de Yamba, ni à Malougou. Et nous ne voulons pas que pour des raisons géopolitiques et géostratégiques, que nous soyons isolés vis-à-vis de la RDC et vis-à-vis de l'Angola. Ce ne serait pas une très bonne chose pour nous et ce n'est pas un choix que nous pouvons considérer. L'autre aspect,
Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. C'est le Parti congolais du travail qui est majoritaire au Parlement depuis de nombreuses années qui a voté cette loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle s'applique à tous. Et maintenant, à l'occasion justement du message du chef de l'État sur le 64e anniversaire, nous reportons une nouvelle fois et publiquement, tant au président de la République qu'à l'opinion nationale et internationale, que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et que les dispositions de la loi font que le Parti congolais du travail doit être sanctionné. Monsieur le président de la République, nous avons assez souvent appelé l'attention du ministre de l'Intérieur. Il n'en a peut-être pas été capable, mais la loi, c'est la loi. Et vous avez prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. L'autre aspect important, c'est l'aspect qui vous touche vous-même. C'est l'aspect qui vous touche vous-même. Et cet aspect, il est extrêmement important. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Ce n'est pas un manque du respect à l'endroit du président quand je l'évoque. C'est un appel au respect de la loi et de la Constitution. Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. Et j'ai évoqué les faits. Je porte à l'attention des téléspectateurs que j'ai introduit en 2020 un recours à la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente et qui a choisi d'en faire notification, de faire notification de la décision relative au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Donc, les autorités concernées en sont bien informées. Donc, nous n'avons pas de problème tout à fait particulier sur la question. Et nous disons, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas d'autre choix que de tout mettre en œuvre pour que vous ne soyez plus président du Parti congolais du travail. Tout comme vous devez tout faire pour que le Parti congolais du travail soit sanctionné conformément à la loi. L'autre problème que je vais évoquer, les Congolais souffrent. Et nous souffrons de voir le Premier ministre dire que on a des problèmes de trésorerie de l'État. Comment on peut avoir des problèmes de trésorerie de l'État lorsqu'il y a de si gros scandales qui sont dénoncés dans le pays? Pourquoi cette impuissance de l'État pour récupérer cet argent? Alors on préfère que ce soit des particuliers, que ce soit des parents, des privés, qui détiennent par devers des milliards. Parce que c'est à cause d'eux qu'on a enfoncé le pays dans le chaos. Et on dit, on va travailler aux impôts. Mais les impôts, ça ne me rassure pas. Vous avez remis les impôts et les douanes entre les mains du ministre Ngaché. Je n'ai rien contre lui. Mais quand j'ai vu la manière dont il a traité le dossier de l'hôpital général de Dolisie, et où Fred Makita qui a dénoncé le réseau mafieux qui a été éjecté et il n'a plus jamais été réaffecté, je me dis, sur cet exemple, est-ce que Ngaché, ce sera le bon exemple? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, c'est pour ça que je passe au point suivant. Il faut arrêter de faire souffrir les Congolais. Il faut arrêter de faire souffrir les Congolais. Et je peux poser la question au président de la République. Vous avez annoncé en 2006 que les excédents budgétaires étaient placés dans un compte de stabilisation. Aucun franc ne serait retiré, ne pourrait y être retiré sans loi rectificative. Mais d'où vient que depuis 2006, on n'arrive pas à faire l'audit de ce compte? Mais il s'agit de la Banque centrale. Donc, si on veut faire l'audit, on le fera. Mais les Congolais souffrent trop. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a moyen de récupérer cet argent, de régler le problème des opérateurs économiques.
pour relancer l'activité économique, de régler le problème des retraités, pour régler le problème des étudiants. Et le problème des étudiants me fait souffrir. Mais quand je vois ces jeunes qui sont au Togo, à l'école d'architecture, au même moment où nous voulons augmenter les recettes avec les charges plutôt, avec la création de nouveaux départements, ils sont pratiquement hors de l'établissement pour 1,6 milliard. Non, faisons un effort. Je ne crois pas qu'on ait oublié les étudiants à Marrakech, qui semble-t-il sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à retirer leur diplôme. Que faisons-nous? Où allons-nous? Alors, le dernier point sur lequel je vais évoquer, je vais terminer. Et là, je m'adresse particulièrement au président de la République. Nous avons été très préoccupés. Nous avons été très préoccupés de découvrir qu'il y avait un projet d'assassinat du président de la République. Et nous sommes surpris du silence des institutions congolaises, des acteurs politiques congolais, surtout ceux de la majorité présidentielle, parce qu'il s'agit bien du président de la République. Que se passe-t-il? Je dirais tout simplement, Monsieur le Président de la République, nous avons vu comment vous avez suivi le problème de Jean-Marie Michel Mokoko, qui constitue en la matière comme une jurisprudence. Il n'y a pas de raison que ce problème soit traité différemment. Je n'accuse personne. Et les gens qui y sont impliqués, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais l'enquête doit avoir lieu. C'est pour ça, Monsieur le Président de la République, que je terminerai sur ça. Parce que je pense que si un tel projet se réalise, notre pays sera dans le chaos. Et je rappelle, selon plusieurs analystes, que nous avons enregistré 400 à 500 000 morts dans ce que nous appelons la guerre dite du 5 juin 1997. Si nous voulons de la paix, il faut que nous la préparons. Il faut que nous prenions des dispositions. Donc voilà, chers téléspectateurs, le message que j'ai voulu faire passer. J'ai voulu essayer de faire l'analyse, de faire mes propositions et d'essayer de soumettre au gouvernant, ce que je pense être les préoccupations du peuple, parce que je suis de ceux qui ont été très, très, très déçus du message du chef de l'État, qui ne s'est pas préoccupé du quotidien des Congolais, des problèmes que nous connaissons actuellement et qui, à mon avis, a laissé comme beaucoup de suspense et ce n'est pas une bonne chose. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ça que je termine l'émission Grand Angle de ce jour en vous remerciant une nouvelle fois pour votre attention. J'ose espérer que nous serons toujours au rendez-vous et je pense que je vous donne rendez-vous au samedi 24 août 2024 et j'espère que nous aurons un bon thème que nous développerons à cette occasion. À bientôt. Malgré tout, j'ose espérer, c'est peut-être tard, j'ose espérer que vous avez passé une bonne fête du 15 août, mais j'avoue qu'au Congo, dans notre pays, c'est la misère, c'est la tristesse, c'est la souffrance, c'est la désolation. Et c'est dommage. Mais prenons-en conscience pour que nous ayons un sursaut pour sortir notre pays de la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse actuellement. Donc, merci et à bientôt.